Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, l'affaire d'aujourd'hui m'a été suggérée à de très nombreuses reprises sur Instagram. Donc oui, je note vos suggestions, parfois avec un peu de retard, parce que je lis pas tous les messages en temps et en heure. Parfois je vois pas tous vos messages non plus sous mes vidéos YouTube, mais en tout cas dès que vous me suggérez une affaire et qu'il s'avère qu'elle est assez controversée, assez compliquée, je me la note et ensuite, vous voyez, je vous la livre. Je vous avoue que, déjà moi je la connaissais pas cette affaire, pour être tout à fait honnête avec vous, et on est dans ce qu'on peut appeler un casse-tête, parce que là clairement on va être dans du non c'est pas moi c'est lui, non c'est pas moi c'est eux, et je vous préviens à l'avance, il va y avoir énormément de noms italiens, donc accrochez-vous. Là il y aura beaucoup de I, de O et de LL, donc accrochez-vous. J'ai fait en sorte d'être le plus clair possible dans le déroulé de cette affaire, mais accrochez-vous, parce que là on a au bas mot comme ça, une dizaine de personnes qui sont impliquées, ok? Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Voi siete preoccupati adesso anche per voi come familiari? Per la famiglia, sono preoccupato per mia moglie e mia figlia. Se ci fosse qualcosa, venissero da me. Non mi dovessero attaccare mia moglie e mia figlia. Che cosa c'entrano? Io ho i screenshot di mia figlia che mi ha fatto una foto di modifica la testa tagliata di mia figlia. Signori, mia figlia ha 6 anni. Che cazzo c'entra? Ma nessuno parla di Pincarelli, nessuno parla di Belleggia. Sono stati loro che hanno fatto questo. Mi dispiace pure per le famiglie di Pincarelli e di Belleggia. Che loro sono come noi. Io ho visto il fratello di Belleggia in lacrime. La famiglia di Belleggia e anche di Pincarelli, quelli che c'entrano quei cristiani. Ma il discorso, come quello che c'entriamo noi con mia moglie, ma il discorso principale, devono ammettere che tutto è iniziato da loro. L'histoire se déroule en 2020 en Italie, plus précisément dans la province de Frosinone, dans le Latium. Willy Montero Duarte est un jeune homme de 21 ans qui est né le 20 janvier 1999 à Rome. Ses parents sont originaires du Cap-Vert. À leur arrivée en Italie, ils ont vécu dans différentes villes du Latium avant de s'installer définitivement dans la petite ville de Pagliano. Il a fait des études d'hôtellerie, puis il a été embauché en alternance comme aide-cuisinier dans un hôtel de Rome. C'est un jeune homme qui, entre autres, est passionné par le foot. Il a tout un tas de qualités humaines d'après son entourage. Il est très apprécié. Il a des amis. Il est très proche de ses parents, Armando et Lucia, et de sa petite sœur Milena. Il n'a aucun problème de comportement, que ce soit à l'école, au travail ou avec les forces de l'ordre. Vraiment, tout le monde s'accorde à dire que c'est un garçon qui est solaire. Il a tout le temps le sourire. Dès qu'il peut aider quelqu'un, il le fait. Il croque la vie à pleines dents. Et comme beaucoup de jeunes de son âge, il aime sortir avec ses amis les soirs de week-end. Willy ne se doute pas un seul instant qu'une soirée, somme toute ordinaire, va bouleverser le cours de son existence. On est le samedi 5 septembre 2020. Willy a prévu de passer la soirée avec son ami Samuele Cenciarelli. Ils ont choisi de se rendre dans un pub à Colleferro, une petite commune de 20 000 habitants qui se situe à proximité de chez eux. Le pub se nomme Due di Picche. C'est un endroit assez fréquenté, les jeunes des villes voisines s'y rendent pour passer un moment entre amis. Là, ils y retrouvent 2 autres amis, Marco et Matteo. Et la soirée se passe de façon tout à fait ordinaire, hein. Ils font ce que les jeunes de leur âge font dans un pub. Chacun se détend puisque toute la semaine, les jeunes gens ont travaillé. D'ailleurs, Willy travaille le lendemain, mais il avait envie de se détendre un petit peu avec ses amis. Vers 2 h du matin, Willy et son ami Samuele repartent du pub. Ils se dirigent vers la rue où ils sont garés, mais ils entendent des jeunes s'embrouiller juste à proximité. Et parmi eux, Willy reconnaît l'un de ses anciens camarades de classe, Federico Zurma. Willy s'approche puisque il a l'impression que Federico est en difficulté. En fait, il pense que son ami est sur le point de se faire frapper. Donc il se dirige dans leur direction et là Samuel lui dit « Écoute, viens on rentre, c'est pas nos histoires, en plus regarde, ils sont nombreux, vaut mieux qu'on rentre. » Mais Willy insiste, il lui dit « Écoute, c'est mon pote, enfin c'est mon pote. » Ils ont été camarades de classe, ils s'entendaient très bien tous les deux, donc... Willy, lui, son objectif, c'est pas de participer à l'embrouille, mais c'est de calmer les choses. Il veut juste éviter que Federico ne se fasse frapper, puisque à ce moment-là, il ne comprend pas très bien la situation. Maintenant, je vais vous expliquer la scène telle qu'elle est quand Willy arrive, donc ce à quoi il assiste. Sur la place, il y a une dizaine de jeunes, d'accord? Willy arrive avec son ami Samuele, donc à l'endroit où ils ont garé leur voiture.
À quelques mètres d'eux, ils entendent une embrouille. Ils entendent des jeunes qui sont en train de s'embrouiller. Willy s'approche, il reconnaît son ami Federico. Federico se trouve avec un autre garçon du nom de Francesco Belleggia. Donc tous les deux sont en train de discuter et le ton est en train de monter. Et à quelques mètres d'eux se trouve un autre groupe de jeunes. Ok ? Willy, quand il arrive, donc lui, son œil est automatiquement attiré par son ami Federico Zurma, parce qu'il le connaît, parce qu'il veut le défendre, ou en tout cas il veut calmer les choses. Et ce point est extrêmement important puisque tout le monde a été unanime sur ça. Willy, dès le départ, a cherché à apaiser la situation. À aucun moment, il n'est venu pour insulter qui que ce soit ou pour se battre avec qui que ce soit. Il est simplement venu pour apaiser la situation. Donc Federico et Francesco sont en train de s'embrouiller. Alors, l'embrouille entre Federico et Francesco est absolument ridicule, mais je vais quand même vous l'expliquer pour que vous compreniez, parce que c'est un peu le nœud de toute cette affaire. Federico Zurma était au pub Due di Picche avec son ami Alessandro Rosati, ainsi que 3 jeunes femmes. Parmi ces 3 jeunes femmes, il y a la fiancée d'Alessandro et la fiancée de Federico. Ils ont donc passé la soirée ensemble dans ce pub, à une table, ils étaient entre eux, ils discutaient, bref, ils se détendaient. À côté d'eux, sur une autre table, se trouvaient des jeunes. Parmi ces jeunes, qui étaient peut-être 5 ou 6, il y avait Francesco, donc le garçon avec lequel est en train de s'embrouiller Federico, et un autre garçon du nom de Mario Pincarelli. Mario, qui a priori avait beaucoup bu ce soir-là, s'est mis à importuner les 3 jeunes femmes qui se trouvaient à la table de Federico et Alessandro. Il leur faisait des réflexions, on va dire, assez déplacées, mais pas devant leurs copains. Donc quand elles passaient par exemple à côté de leur table pour se rendre aux toilettes, il lançait des réflexions où il les importunait. Bref, vers 2 h du matin, Federico, Alessandro et leurs copines sortent du pub pour rentrer chez eux. Et en se dirigeant en direction de là où ils ont garé leur voiture, les 3 jeunes femmes qui sont devant passent à côté de Francesco et Mario qui eux sont également sortis du pub. Donc les 2 garçons sont sortis du pub, ils sont assis sur des escaliers, donc ils sont certainement en train d'attendre un ami qui doit passer les récupérer en voiture. Et quand les 3 jeunes femmes passent à côté d'eux, Mario leur lance en fait des remarques désobligeantes du type ma belle, pourquoi tu sors avec ton crétin, c'est plutôt avec moi que tu devrais être. Préparez-vous parce que, comme je vous l'ai dit, l'embrouille elle est ridicule. La jeune fille, qui donc s'est ramassé ses remarques désobligeantes, parce qu'il lui a pas dit que ça, il lui a dit d'autres choses, mais là je vous le synthétise au max, en fait elle le calcule pas. Elle baisse la tête et elle continue d'avancer. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'un autre jeune, qui est donc ami avec Federico et Alessandro, entend Mario lancer des insultes à la petite copine d'Alessandro et il va le lui dire. Il lui dit « Ah, regarde, ce garçon-là, il est en train d'insulter ta copine. Il lui a dit « Ouais, je vais te faire ci, je vais te faire ça, c'est avec moi que tu devrais être. » Donc Alessandro, il a le seum. Donc il se dirige vers Mario et Francesco et il lui dit à Mario « Mais comment tu parles à ma meuf? T'es malade, je vais te frapper. » De là, Francesco Belleggia, donc l'ami de Mario Pincarelli, tente de calmer les choses et il lui dit « Écoute, le calcule pas, il a beaucoup trop bu, je te demande pardon à sa place, franchement fais pas attention à lui, il raconte n'importe quoi. » Donc la situation est sur le point de s'apaiser, mais Federico Zurma arrive à son tour et il commence à défier du regard Francesco Belleggia. Donc Francesco Belleggia, c'est celui qui est en train d'apaiser la situation. Federico Zurma a lui aussi beaucoup bu. Donc il a une attitude de kéké, comme ça il s'approche de lui et il se colle limite à lui en fait pour lui montrer qu'il est plus fort, ok? Francesco Belleggia, pensant que Federico est sur le point de le frapper, le pousse en premier et Federico tombe au sol. À partir de là, Francesco panique parce que, en fait, il a fait un rapide calcul dans sa tête, il s'est dit « Je viens de pousser le gars au sol, mais eux, ils sont beaucoup plus nombreux que moi et l'autre qui a un coup dans le nez, donc ça va mal finir, ils vont me frapper. » Donc il part se cacher derrière un banc. Entre-temps, d'autres jeunes se sont approchés parce que, voilà, ils veulent un peu d'animation, donc quoi de mieux qu'une bagarre. Et ce qu'il se passe, c'est que Federico se relève et recherche Francesco parce qu'il a envie d'en découdre avec lui. Je vous le répète, tout part d'une embrouille ridicule et je crois que c'est ça le drame dans cette affaire, c'est que d'une embrouille ridicule, on a obtenu le résultat qu'on verra ensuite.
Bref, Francesco s'est caché derrière un banc à quelques mètres. Federico est en train de le rechercher. Comme je vous l'ai dit, il veut en découdre. Lui a beaucoup bu aussi. D'autres jeunes arrivent entre-temps pour l'animation. Et parmi ces jeunes, il y en a un du nom de Omar Sabani. Omar Sabani connaît Francesco Belleggia et Mario Pincarelli puisque ils ont passé une partie de la soirée ensemble dans le pub. Donc on va dire qu'ils sont plus ou moins potes. Il part à la recherche de Francesco, il le trouve derrière le banc, il lui dit écoute, tu sais quoi, va t'expliquer avec Federico, comme ça on en a fini une bonne fois pour toutes. Et ensuite, voilà, chacun pourra rentrer chez soi, mais relève-toi, te cache pas comme ça, ça se fait pas, va parler avec lui. Francesco retourne avec Omar auprès du groupe de jeunes. Et là, lui et Federico partent s'isoler à quelques mètres d'eux afin de discuter de cette situation. Donc, ils doivent se décider si oui ou non une baston est nécessaire pour régler ce problème qui, encore une fois, part d'une embrouille ridicule. Et Federico dit à Francesco, écoute, moi j'ai envie de me battre avec toi, mais le problème c'est que tu as un plâtre au bras et je peux pas te frapper alors que tu as un plâtre. Si je me mets à te taper dans ces conditions, on va me dire que j'ai frappé quelqu'un de plus faible que moi. Francesco lui répond, écoute, moi je suis désolé de t'avoir poussé, mais je pensais que tu voulais me frapper et comme j'avais un plâtre, par réflexe je t'ai poussé, mais je te demande de m'excuser. Mon but c'était pas de t'humilier en public, en plus à la base ça me concernait même pas moi, j'étais là pour calmer la situation. Bref, les deux jeunes discutent, le ton est un peu monté, mais progressivement en fait ils arrivent à trouver, on va dire, un terrain d'entente. Et c'est à ce moment précis que Willy et Samuel arrivent pour rejoindre leur voiture. Donc là, Willy passe à côté de Federico et Francesco, il reconnaît Federico, il sent qu'il y a de la tension, il se dirige vers eux afin de calmer la situation. Il demande à Federico, il lui dit est-ce que ça va, est-ce que tu as des problèmes? Là, Francesco et Federico sont en train de se mettre d'accord, donc en théorie, la situation est sur le point de s'apaiser totalement. L'histoire pourrait s'arrêter là. Quelques insultes par-ci, un peu de vaffanculo par-là, et arrivederci, sauvé par le plâtre. Mais c'est sans compter sur un autre jeune qui arrive entre-temps. Il s'appelle Michele Cerquozzi. Michele Cerquozzi, c'est un petit jeune comme les autres. Donc quand je vous dis petit jeune, ce sont des personnes âgées entre 20 et 24-25 ans. En fait, Michele, il s'est approché également du groupe parce que lui, il est ami avec Omar Sabani et il connaît très bien Mario Pincarelli et Francesco Belleggia, vu qu'ils avaient passé la soirée ensemble au pub quelques heures plus tôt. Et quand il arrive et qu'il voit cette situation, il pense en fait qu'il va y avoir une baston générale. Malheureusement, il va passer un coup de téléphone qui va sceller le destin de tout ce beau monde. Il appelle deux amis à lui, Gabriele et Marco Bianchi. Gabriele et Marco avaient passé la soirée au pub avec trois amis, Vittorio Tondinelli, Omar Sabani et Michele Cerquozzi. Les deux frères Bianchi étaient repartis du pub vers 2h20 avec Vittorio Tondinelli et trois filles pour aller s'accoupler à proximité d'un cimetière. En partant, donc pour l'accouplement, ils avaient dit à Omar et Michele qu'ils repasseraient les chercher d'ici 15 à 20 minutes. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en gros, dans le pub d'Uedi Piquet, ce soir-là, vous aviez donc Samuele, Willy et deux potes qui étaient à une table, qui ont passé la soirée dans leur coin tranquille. À une autre table, vous aviez Federico, Alessandro, leurs copines et peut-être un ou deux potes qui venaient, qui repartaient, qui ont également passé leur soirée tranquille de leur côté. À une autre table, Francesco Belleggia et Mario Pincarelli, ainsi que peut-être deux ou trois autres potes qui ont passé la soirée. Après, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. L'un repart, deux arrivent, deux repartent, un autre revient. Donc voilà, leur groupe de potes, ils étaient entre eux. Et étaient présents également avec eux ce soir-là, les frères Bianchi, donc Gabriele et Marco, ainsi que Omar, Vittorio et Michele. Bref, les frères Bianchi reçoivent donc l'appel de Michele Cerquozzi, qui leur dit de revenir le plus rapidement possible au pub afin de le récupérer puisqu'il va y avoir une énorme baston. Gabriele, Marco et leur pote Vittorio remontent en voiture et ils retournent peu après 3h du mat devant le pub à bord de leur SUV Audi. Et au moment où la voiture des frères Bianchi arrive devant le petit parc où Federico et Francesco étaient en train de discuter, Willy et Samuel s'apprêtent à retourner à leur voiture puisqu'entre-temps la situation s'est totalement apaisée. Et c'est là qu'ils entendent des gens crier « Venez vite, on se barre, les frères Bianchi viennent d'arriver ».
Cette partie de l'histoire est assez floue puisque vous verrez par la suite que les déclarations sont assez contradictoires les unes aux autres. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'en un très court laps de temps, les frères Bianchi sortent de leur voiture. Il y a tout un tas de jeunes qui courent dans tous les sens, qui se cachent derrière des voitures, derrière des bancs. Willy et Samuel sont passés à tabac. Mais comme je vous l'ai dit, la scène est très rapide puisqu'en moins d'1 minute, les frères Bianchi remontent dans leur voiture, accompagnés de leurs amis, et ils repartent. À ce moment-là, un jeune qui est sur place parvient à prendre en photo la voiture qui part avec le numéro de la plaque d'immatriculation. À 3h25, le centre d'appel des urgences est contacté par un jeune homme qui leur demande de venir le plus rapidement possible. Il leur explique qu'un garçon a été frappé, qu'il est dans un état critique et qu'il faut envoyer une ambulance le plus rapidement possible. Emergenza. Qui di fronte a Due Picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire. Senta, in che comune? Colleferro, di fronte a Due Picche. Non lo so, la picca, di fronte alla vecchia Ivia. Aspetti, Due Picche mi ha detto, ma che cos'è, un locale? Sì, esatto. Sì, è il locale, è un bar. Aspetti che sto cercando l'indirizzo. A Colleferro, Colleferro, Due Picche, sì. Sì. Per favore, Largo Santa Caterina 5, sì signore, non si preoccupi. Di fronte a Due Picche, per favore, è urgente. Senta, gli serve anche un'ambulanza? Sì, subito, per favore, è stato menato. L'ambulance arrive sur place à 3h47. Willy est allongé au sol, inconscient. Autour de lui, son ami Samuel et les autres jeunes sont sous le choc. Il est aussitôt pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital. Et au même moment, cette nuit-là, les parents de Willy et sa petite sœur tentent de le joindre à plusieurs reprises par téléphone. Willy ne rentrait jamais au-delà d'une certaine heure, quand il sortait avec des amis pour ne pas inquiéter sa famille. Donc ne le voyant pas rentrer, ou peut-être ayant eu un pressentiment, sa famille s'inquiète, à juste titre malheureusement. Les carabiniers, dont la caserne se situe à quelques mètres à peine de l'endroit où a eu lieu le passage à tabac, se rendent également sur place puisque, entre-temps, en fait, ils ont entendu les cris des jeunes. Donc finalement, des carabiniers se rendent sur place. Et là, on leur apprend qu'il y a eu un passage à tabac et que l'un des jeunes passés à tabac est dans un état critique à l'hôpital. Ils parviennent à récupérer le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture grâce au jeune qui a pris la photo de la voiture. Et là, ils remontent la trace du propriétaire, un certain Alessandro Bianchi, le grand frère de Marco et Gabriele Bianchi. Et ils savent où les trouver, puisque la famille Bianchi est connue des carabiniers pour des problèmes survenus par le passé. C'est une famille qui réside à Artena, une petite ville qui se situe à proximité de Colleferro. Ils se rendent au bar que possède Alessandro Bianchi et sur place ils trouvent les frères Bianchi ainsi que Francesco Belleggia et Mario Pincarelli. Les 4 jeunes semblent assez nerveux et au moment où les carabiniers s'apprêtent à les interpeller pour la bagarre qui a eu lieu à proximité du pub, ils reçoivent un appel de l'hôpital. Willy vient tout juste de décéder des suites de ses blessures. Les 4 jeunes sont interpellés non plus pour une simple bagarre, mais pour le meurtre de Willy Montero Duarte. Marco et Gabriele Bianchi sont originaires de la ville d'Artena. Ils ont respectivement 24 et 26 ans et ils tiennent une petite épicerie. Ce que l'on sait d'eux, c'est que ce sont des petites frappes. Même si Gabriele est sur le point de devenir papa, il est fiancé à Silvia Ladaga, la fille d'un politicien local. Les 2 frères sont régulièrement impliqués dans des affaires de trafic et des actes de violence. Ils ont par exemple été arrêtés pour avoir passé à tabac un jeune homme de 25 ans en 2018. Quelques mois plus tard, Marco a de nouveau été arrêté pour avoir tabassé un homme à la sortie d'un pub. Les 2 frères sont des petites frappes que l'on craint dans le coin et à juste titre puisqu'ils pratiquent le MMA, un sport de combat anciennement appelé free fight. Le MMA signifie Mixed Martial Arts. C'est un sport de combat complet qui associe des coups et une lutte au corps à corps. C'est un sport de combat qui peut sembler très violent, mais qui est réglementé, en Europe en tout cas. Francesco Belleggia, lui, a 23 ans. Il a fait des études pour devenir géomètre. Au moment des faits, il s'apprêtait à postuler pour passer des concours afin de rejoindre l'armée. C'est un jeune homme sans antécédent de violence et lui aussi vient d'Artena. Mario Pincarelli est lui âgé de 22 ans. C'est un jeune homme d'Artena, comme ses 3 amis. Il n'est pas connu pour des actes de violence, mais quelques mois avant la mort de Willy, il s'est embrouillé avec un policier municipal qui lui demandait de porter un masque. Vous savez, les fameux masques qu'on devait porter dès 2020. Mais hormis ça, c'est pas un délinquant notoire.
Voilà donc les 4 garçons formellement impliqués dans la mort de Willy Montero Duarte. Et tandis que les carabiniers essaient de recouper toutes les déclarations des témoins qui se trouvaient sur place, le rapport d'autopsie tombe quelques jours plus tard, et là c'est le choc. D'après le médecin légiste, tous les organes internes de Willy ont été touchés. Son cœur a même été pratiquement coupé en deux. On note une lésion de 7 cm, ce qui indique une brutalité extrême dans les coups qui lui ont été portés. La cause de la mort est difficile à définir compte tenu des blessures, mais on pense que les coups fatals sont ceux qui lui ont été portés à la poitrine et à la gorge. La gravité des blessures est quand même assez impressionnante puisque, même quand il est question de passage à tabac, la victime, morte ou vivante, ne présente pas des blessures de ce type. Là, on a quand même une lésion au niveau du cœur, le cœur a quasiment été coupé en deux. Donc la question qu'on se pose, c'est mais combien de personnes l'ont frappé? Son ami Samuel a lui aussi été conduit à l'hôpital, mais il avait des blessures un peu plus superficielles. Alors oui, c'était des blessures, ça lui a fait mal, c'est sûr, mais ses organes internes n'ont pas été touchés. Donc combien de personnes ont porté la main sur Willy? Et c'est là que ça se complique légèrement. Comme je vous l'ai dit, les carabiniers tentent de recouper toutes les déclarations afin de comprendre au mieux ce qu'il s'est passé. Le problème, c'est qu'elles ne concordent pas toutes entre elles. On a Samuel Cinciarelli, vous vous souvenez, l'ami de Willy qui a lui aussi été frappé. Il déclare que l'un des garçons qui a tabassé Willy portait une chemise blanche et avait une larme tatouée sous l'œil, ainsi que plusieurs tatouages sur les bras et les mains. Il s'agit là de Mario Pincarelli. Il explique qu'au moment de l'attaque, 3 autres garçons se sont joints à eux. L'un d'eux portait un polo vert et avait les cheveux très courts, et l'autre avait un tatouage visible sur le cou. Il parle là des frères Bianchi. D'après lui, celui qui a le moins participé à l'attaque avait un plâtre brun. Il est question de Francesco Belleggia. Samuel explique que tandis que lui et Willy se faisaient tabasser, il criait en fait, il leur disait d'arrêter, il expliquait que lui et son ami n'avaient absolument rien à voir dans l'embrouille initiale, mais on ne l'écoutait pas. Et il ajoute que dans la mesure où il se prenait des coups et qu'il essayait de se protéger, il ne sait pas précisément qui a donné le plus de coups, mais ce dont il est certain, c'est que les 4 ont frappé Willy. Donc les 4, ce sont Gabriele et Marco Bianchi, Francesco Belleggia et Mario Pincarelli. Federico Zurma, donc l'ancien camarade de classe de Willy, vous savez, celui que Willy voulait protéger, déclare que les 4 ont tabassé Willy. Une jeune femme qui était sur place et qui s'appelle Faiza déclare que le premier qui a frappé Willy, c'est Gabriele Bianchi. Il lui a d'abord mis un premier coup, Willy est tombé au sol. Quand il s'est relevé, Willy a continué de le frapper, après quoi les frères Bianchi, Francesco et Mario remontent en voiture avec Vittorio et s'enfuient. D'autres jeunes qui étaient présents ce soir-là sont également entendus, mais le problème, pour bien vous resituer le contexte, c'est que la plupart se cachaient derrière des voitures, derrière des bancs, il faisait nuit, et beaucoup ne savent pas précisément ce qu'il s'est passé. Ce dont ils sont sûrs, c'est que les frères Bianchi sont arrivés, et il y a eu comme un mouvement de panique. Un autre garçon présent, Michele Vinciguerra, déclare qu'il a aperçu les 2 frères Bianchi frapper Willy, et qu'ensuite Mario Pincarelli s'est joint à eux. Face à ces déclarations, quelque peu contradictoire pour certaines, les carabiniers interrogent ensuite les 4 mis en cause. Et le premier qui passe à table, comme on dit, c'est Francesco Belleggia. Il leur explique que ce soir-là, effectivement, son pote Mario a harcelé une jeune femme, qu'il s'est ensuite excusé auprès du fiancé de la jeune femme, mais qu'ensuite la situation a dégénéré. Et il ajoute que pour sa part, il n'a frappé personne. Il dit que de là où il se trouvait, il a vu Marco et Gabriele passer à tabac Willy alors qu'il était au sol, et ensuite Mario Pincarelli s'est joint à eux. Gabriele et Marco sont interrogés et ils sont formels. Marco reconnaît avoir mis un coup de pied à la hanche de Willy, ce qui l'a fait basculer au sol, mais il dit que après avoir mis ce coup à Willy, il ne l'a plus touché puisqu'il a considéré qu'il ne pouvait pas s'attaquer à un jeune homme plus faible que lui. Et il ajoute que son frère Gabriele n'a jamais touché Willy. Cela dit, les 2 frères ajoutent que c'est Francesco Belleggia qui a frappé Willy quand il était au sol, donc c'est lui qui lui a mis des coups à la tête. Et ils ajoutent que Mario Pincarelli a lui aussi frappé Willy alors qu'il était allongé au sol et inconscient. Et Mario Pincarelli confirme les dires des 2 frères Bianchi. Il dit qu'effectivement, ils n'ont pas frappé Willy, ou alors ils lui ont mis des coups qu'il n'a pas vus,
Ce dont il est certain, c'est que lui a frappé Willy, mais par inadvertance. Il explique qu'à un moment, il est tombé au sol à proximité de Willy. Il pensait en fait qu'il était en train d'être frappé. Et du coup, il a mis des coups à Willy alors qu'il était au sol parce qu'il pensait que Willy était en train de l'attaquer. Mais il assure qu'il ne l'a pas passé à tabac, il ne lui a pas mis des coups sérieux, il lui a simplement mis quelques baffes ou quelques coups, mais rien de très sérieux. L'ami qui conduisait la voiture, à savoir Vittorio Tondinelli, explique qu'il a vu les frères Bianchi sortir de la voiture et gesticuler, essayer de mettre des coups avec leurs mains sur leur passage. Il affirme que c'est Francesco Belleggia qui a tabassé Willy alors qu'il était au sol et inconscient. Alors lui n'a frappé personne, de toute façon il a été mis hors de cause, puisque personne ne l'a vu frapper qui que ce soit et de toute façon il était dans la voiture. Donc si on en croit les frères Bianchi, ce serait Francesco Belleggia qui aurait tabassé Willy alors qu'il était au sol. Mario Pincarelli lui aurait mis des coups, mais on va dire des coups pas très sérieux puisqu'il était rompilon, c'est-à-dire qu'il était complètement ivre. Donc d'après les deux frères Bianchi ainsi que leur ami Vittorio Tondinelli, ce serait Francesco Belleggia qui aurait porté les coups fatals à Willy alors qu'il était allongé au sol et inconscient. D'un autre côté, on a les déclarations de tous les autres témoins qui ne rejoignent pas les déclarations des frères Bianchi. Plusieurs témoins disent que ce sont les frères Bianchi qui ont tabassé Willy, d'autres disent qu'ils n'ont pas vu Francesco Belleggia le frapper, d'autres disent qu'ils ont vu Mario Pincarelli frapper Willy. Donc en fait, on a tout un tas de déclarations qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Et le point important à souligner, c'est que d'une part, la scène s'est passée dans une quasi-obscurité, d'autre part, elle a été extrêmement rapide, elle a duré quelques dizaines de secondes. Donc là, c'est pour vous dire à quel point les carabiniers ont énormément de mal à démêler le vrai du faux, chacun s'accuse. Les caméras de vidéosurveillance ne sont pas exploitables puisqu'on n'a pas une vision sur la scène, sur l'endroit précis où a été passé à tabac Willy. Cela dit, ce qu'ils se disent, c'est que compte tenu de la gravité des blessures, les responsables ne pourraient être autres que des combattants expérimentés. Des combattants de MMA par exemple. Ça tombe bien, on en a deux parmi les mis en cause, Marco et Gabriele Bianchi. Et s'il s'avère que ce sont eux qui ont porté les coups mortels à Willy, eh bien ça change tout. Il ne sera plus question d'homicide involontaire, mais d'homicide volontaire. Pour la simple et bonne raison que les sportifs de MMA savent pertinemment que leurs coups peuvent être mortels. Marco Bianchi, Gabriele Bianchi et Mario Pincarelli sont écroués, Francesco Belleggia est relâché mais assigné à résidence, puisque c'est le premier à avoir fait ces déclarations et le parquet considère qu'elle colle davantage avec les déclarations des autres témoins. Et tandis que la presse relaie le drame qui s'est produit à Colleferro, de nombreuses personnes se soulèvent pour que Willy obtienne justice. C'est un petit gars du coin, sérieux dans ses études, aucun démêlé avec la justice, aucun problème avec personne. Le peuple veut que les coupables paient. Et d'un autre côté, certaines personnes demandent pour quelle raison la presse s'intéresse autant à cette affaire, à une histoire de passage à tabac. Des passages à tabac mortels, il y en a tout un tas, en Italie comme partout ailleurs. Donc certaines personnes trouvent ça étrange, voire déplacé, que la presse parle autant du passage à tabac de Willy Montero Duarte, contrairement aux autres passages à tabac. D'ailleurs, la famille Bianchi a été mise sur écoute, forcément, ainsi que leur entourage, et dans l'une des interceptions téléphoniques, la mère dit à l'un de ses fils « Il fait la une des journaux à croire que c'est la reine qui est morte », ce qui va être rendu public par la presse et qui va augmenter le sentiment de haine à l'égard de la famille Bianchi. D'ailleurs, leur frère Alessandro va être menacé de mort, lui ainsi que sa femme et sa fille, puisque certains considèrent qu'il est complice, alors que, bon, en soi, non, les carabiniers ont fait le taf. Il n'y a aucune complicité de la part d'Alessandro. Il a prêté sa voiture, ensuite les jeunes se sont rendus à son bar, mais à aucun moment il n'a participé au passage à tabac. Et à aucun moment il n'a eu d'influence en fait sur le passage à tabac. Mais disons qu'il va être beaucoup menacé, surtout sur les réseaux sociaux. Le 12 septembre, les obsèques de Willy ont lieu à Pagliano. Plus de 1000 personnes s'y rendent afin de lui rendre un dernier hommage et demander que justice soit faite. Sont présents les maires de Pagliano, Colleferro et Artena, ainsi que la ministre de l'Intérieur Luciana Lamorghese et le Premier ministre Giuseppe Conte. Alors, point très important, et c'est certainement ce qui explique la présence
des ministres aux funérailles de Willy. Au départ, les carabiniers ont essayé de savoir s'il s'agissait d'un crime raciste, puisque en soi, Willy est le seul à avoir été passé à tabac aussi gravement. On s'est déchaîné sur ce pauvre garçon, il a eu tous ses organes atteints, alors même qu'il n'avait rien à voir avec l'embrouille de départ. Donc les carabiniers ont voulu savoir s'il n'y avait pas un motif raciste derrière. Et après avoir auditionné tous les témoins, ils n'ont obtenu aucune preuve matérielle, on va dire aucun témoignage qui puisse aller dans ce sens. Ce qui signifie que pour le parquet, on n'a pas pu prouver le mobile raciste, ce qui aurait été un facteur aggravant, puisque rien en soi ne permet d'affirmer que s'il a été tabassé, c'est par rapport à sa couleur de peau. Alors, ce point est assez complexe, puisque même si on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un crime haineux, on n'a pas la preuve non plus qu'il ne s'agit pas d'un crime haineux. Donc c'est là où cette affaire est vraiment très très complexe, puisque de nombreuses personnes ont mis en avant le crime haineux. D'autres personnes ont dit que ça ne pouvait pas être ça, parce qu'aucun témoin n'a entendu d'insultes racistes. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, le point le plus épineux de cette affaire, dans la mesure où on n'est pas télépathe. Donc en soi, jusqu'au bout, on ne saura pas ce qui est passé par la tête des gens qui l'ont tabassé au moment de le tabasser. Maintenant, par rapport à ceux qui ont reproché justement à la presse d'accorder autant d'importance à ce fait divers, puisque en soi, effectivement, il s'agit d'un fait divers. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'instruction, elle est toujours en cours, ce qui signifie que le parquet n'a pas encore la certitude qu'il ne s'agit pas d'un crime raciste. Donc forcément, dans la mesure où on n'en a pas encore la certitude, la presse en fait s'empare de l'affaire et en fait ses gros titres, parce qu'on ne sait pas encore. Donc dans le doute, ils préfèrent en fait s'emparer de cette affaire au cas où à la fin on découvre qu'effectivement il s'agissait d'un crime haineux. Je sais pas si c'est clair. Et l'affaire prend également de l'importance sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Ça touche jusqu'aux plus hautes instances de l'État, puisque le 7 octobre 2020, tandis que les investigations sont toujours en cours, le président italien Mattarella décerne à titre posthume la Medaglia d'Oro al Valore Civile, que l'on peut traduire, je pense, par la médaille d'or du mérite civil. Et il accompagne ce geste d'un texte que je vais vous lire et dont j'ai essayé de traduire le mieux possible le sens. Poussé par un élan exceptionnel de désintéressement et une détermination extraordinaire, faisant preuve d'une sensibilité et d'une attention particulière aux besoins d'autrui, il est intervenu pour défendre un ami en difficulté en essayant de régler de façon pacifique une dispute animée. Alors qu'il faisait tout son possible dans ce geste méritoire de haute valeur civile, il a été frappé par des personnes qui se sont approchées de lui et ont commencé à se déchaîner sur lui avec une violence inouïe et ont continué à le battre même lorsqu'il s'est trouvé inconscient, jusqu'à ce qu'il perde tragiquement la vie. Un exemple brillant également pour les jeunes générations de générosité, d'altruisme, de courage et de sens civique hors du commun, poussé jusqu'au sacrifice extrême, à savoir la mort. Après ça, certaines personnes se sont soulevées pour manifester leur mécontentement en demandant pour quelle raison le président lui-même décernait une médaille d'or à titre posthume à un jeune homme mort à la suite d'un passage à tabac, alors que d'après eux, ce sont des choses qui arrivent tout le temps sans qu'on ne décerne de médaille d'or. La réponse, selon moi, après je peux me tromper puisque je ne suis pas télépathe, donc je ne lis pas dans la tête de Mattarella, mais je pense que la réponse est la suivante. En fait, Willy, c'est un petit jeune qui était parfaitement intégré dans le sens où il avait fait des études. Bon, déjà, il était né en Italie, il avait fait des études. C'était un garçon qui avait tout un tas d'amis, qui faisait de l'alternance, qui avait trouvé un travail, qui aidait sa famille. Sa famille, donc ses parents, sa petite sœur, sont eux aussi des personnes parfaitement intégrées. Quand je parle d'intégration, je parle au niveau du pacte social, on va dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème avec la justice, ils ont du travail. Ce sont des gens qui ne sont pas connus des services des carabiniers ou des services de police. Donc c'était un jeune homme, un jeune Italien, somme toute lambda, un bon gars. Et en face de lui, ceux qui sont mis en cause, ce sont 4 jeunes Italiens, dont 2 qui ont pas mal de soucis avec l'autorité, qui ont eu beaucoup de problèmes avec la police et les carabiniers.
pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des problèmes de passage à tabac, des histoires de trafic, de violence. Donc ce sont des jeunes qui ne sont pas intégrés, qui ont rompu le pacte social. Donc d'après moi, le message qu'on a voulu véhiculer, c'est en gros, on a là affaire à un jeune homme qui est un enfant d'immigrés, qui fait de très belles choses, qui travaille, qui n'a aucun problème avec personne, qui ne fait de problème à personne. Et en face de lui, de jeunes Italiens violents qui l'ont passé à tabac, qui plus est pour un truc qui ne le concernait absolument pas. Donc nous le condamnons formellement, nous ne voulons pas que ça se reproduise puisque nous ne sommes pas racistes. Cela dit, je vous le répète, au moment en fait où cette affaire est reprise par les médias, où on lui décerne la médaille d'honneur, etc., ça se passe sur un très court laps de temps, en quelques semaines. Ce qui signifie qu'à ce stade des investigations, on ne sait pas si le crime est haineux. On veut quand même rendre hommage à Willy, puisque dans le doute, il est préférable de réagir vite, genre en quelques semaines, même si on n'est pas sûr en fait de la motivation du crime. Là, le but de l'Italie, c'était de montrer que ce genre de situation n'est absolument pas normal et que même si on ne sait pas encore pour le moment s'il y a un mobile raciste haineux, on prend les devants et on fait comprendre que ce sont des choses qu'on ne tolère pas, qu'on ne peut pas accepter. Après, pour les personnes qui ont considéré que c'était injuste qu'on rende hommage à Willy de cette façon-là, donc d'une façon aussi bruyante d'après eux, je vais utiliser un mot un peu simpliste, mais en gros, je trouve pas ça gentil d'avoir ce type de propos, alors que la famille de Willy est encore en train d'essayer de faire son deuil et qu'il est mort dans des conditions mais, hyper violentes. Donc, parfois, on peut penser certaines choses, mais est-ce qu'on est obligé de le dire? Est-ce qu'on est obligé de le crier sur les toits au risque de blesser des gens? J'en suis pas persuadée. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, donc le parquet continue ses investigations, même si la tâche est assez rude, puisque comme je vous l'ai dit, les déclarations ne sont pas toutes compatibles les unes avec les autres, d'autant que Samuele Cinciarelli implique Francesco Belleggia dans le passage à tabac. Alors que Francesco Belleggia, à ce stade, a été relâché, il est certes assigné à résidence, mais il continue sa vie. Là, le parquet se trouve face à une situation un peu complexe, puisque Samuele lui-même a été victime. Il a fait des déclarations, il a dit qui l'avait frappé et qui avait frappé Willy. Les frères Bianchi eux-mêmes disent que Francesco Belleggia a frappé Willy. Donc en soi, le parquet se retrouve face à une situation où il doit trancher. Et d'après moi, il a appliqué le jugement de Salomon à ce moment-là. Alors, le jugement de Salomon, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, en tout cas connaissent l'histoire la plus connue. C'est Salomon qui se trouve face à deux femmes qui revendiquent la maternité d'un bébé, qui disent non, c'est le mien, elle me l'a volé, non, c'est le mien, elle me l'a volé. Et Salomon doit savoir en fait qui dit la vérité, puisque à cette époque, il n'y avait pas de test ADN, n'est-ce pas? Donc, en fait, il a que les déclarations des deux femmes qui assurent, qui jurent que l'enfant leur appartient. Donc Salomon va faire quelque chose d'assez extraordinaire, je dirais, c'est qu'il va prendre une épée et il va menacer de... Enfin, c'est pas qu'il va menacer de couper l'enfant en deux, mais en gros, il va dire, écoutez, l'enfant vous appartient à toutes les deux, il n'y a pas de problème, je le coupe en deux, comme ça, chacune aura sa moitié. Et c'est comme ça qu'il a fait émerger la vérité, puisque l'une des deux femmes s'est approchée en courant de l'enfant pour le protéger, et elle a dit, franchement, non, à ce compte-là, tu le lui donnes, moi je veux pas que tu tues mon enfant, tu vois, donc donne-le lui, au moins je serai tranquille parce qu'il sera vivant. Et c'est comme ça que Salomon a fait émerger la vérité, à savoir que l'enfant appartenait en fait à la femme qui avait tenté de le protéger au dernier moment. Ok? Donc ça, on appelle ça le jugement de Salomon. Mais le jugement de Salomon, ça signifie également de partager les torts quand on ne parvient pas à faire éclater la vérité dans une situation. Là, Francesco dit qu'il n'a pas participé au passage à tabac, c'est le premier à avoir fait des déclarations au parquet. Mais à côté de ça, on a le témoignage de Samuele qui dit que si, il a participé au passage à tabac. Donc dans la mesure où le parquet ne peut pas prendre le risque de relâcher quelqu'un qui est peut-être impliqué, eh bien il applique le jugement de Salomon. En gros, vous voulez tous mentir, allez, vous êtes tous condamnés. Ce qui signifie que Marco et Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli et Francesco Belleggia sont inculpés pour l'homicide volontaire de Willy Montero Duarte. Le procès des 4 accusés s'ouvre le 10 juin 2021 à la cour d'assises de Frosinone. Marco et Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia et Mario Pincarelli sont jugés pour l'homicide volontaire de Willy Montero Duarte, avec pour facteur aggravant la futilité. Alors le terme italien c'est motivi futili,
qu'on traduit en français par motif futile. Je pense donc qu'on peut le traduire par gratuit. C'est un motif gratuit, futile, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tué Willy Montero Duarte sans aucune raison. Et pour ce crime, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Les personnes qui étaient présentes le soir du meurtre défilent donc à la barre afin de répéter leurs déclarations faites aux carabiniers. Et ce que l'on apprend durant le procès, c'est que des amis des frères Bianchi ont approché certains témoins pour leur demander de se rétracter. Ils leur ont dit, écoute, t'es sûr que t'as bien vu ce que tu dis avoir vu? Moi je pense que compte tenu de l'obscurité, de la rapidité de la scène, tu dois te tromper. Sur tous les témoins qu'ils ont approchés, seule une personne s'est finalement rétractée en expliquant que après coup, elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément très bien vu ce qu'il se passait. Les frères Bianchi maintiennent leur déclaration. Celui qui est responsable de la mort de Willy, c'est Francesco Belleggia, l'infâme, comme ils l'appellent. Mario Pincarelli, d'après eux, est lui aussi responsable, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire qu'il a porté moins de coups. Omar Sabani, Michele Cerquozzi et Vittorio Tondinelli témoignent en leur faveur et ils affirment qu'effectivement, celui qui a porté les coups fatals à Willy, c'est Francesco Belleggia. D'ailleurs, l'un des deux déclare à la barre que il a vu Francesco Belleggia mettre un coup de pied à la tête de Willy alors qu'il était allongé au sol et qu'il a même entendu le bruit que ça faisait. Cela dit, d'après les carabiniers, les amis des frères Bianchi se sont retrouvés peu après l'arrestation des jeunes hommes, des 4 jeunes hommes, pour se mettre d'accord sur le déroulé des événements. Donc a priori, on considère que leurs déclarations seraient mensongères. D'après l'émission Un giorno in pretura, en fait c'est une émission durant laquelle on suit les déclarations des personnes, donc elles témoignent et on peut suivre tout ce qu'elles racontent. Ce qu'elles disent, c'est qu'avant que les frères Bianchi n'arrivent sur place, la situation était en train de s'apaiser. C'est-à-dire que Federico et Francesco venaient trouver un terrain d'entente pour ne pas se bagarrer. Willy était arrivé à la fin. Les choses étaient calmes, ils s'apprêtaient à repartir avec Samuel, et c'est quand les frères Bianchi sont arrivés sur place qu'il y a eu un vent de panique et que des coups sont partis. Les frères Bianchi jurent que c'est le contraire. Ils disent que quand ils sont arrivés sur place, il y avait des cris, une bagarre avait déjà éclaté, et eux craignaient que leur ami Michele Cerquozzi ne se fasse passer à tabac, puisqu'ils disent que il est petit, il n'est pas très épais, donc c'est la raison pour laquelle ils sont venus très rapidement et qu'ils ont foncé dans le tas. En fait, ils craignaient que leur ami Michele ne se fasse frapper. Mais encore une fois, ils assurent qu'ils n'ont pas frappé Willy. Marco reconnaît qu'il lui a mis un coup au niveau de la hanche, mais c'est le seul coup qu'il a donné. Omar Sabani explique que lorsque les frères Bianchi sont arrivés, ils voulaient effectivement le protéger lui et Michele, puisqu'ils pensaient qu'il se faisait passer à tabac. Omar était debout, Willy se tenait devant lui, immobile, puisqu'il était sans doute désemparé par les cris à la suite de l'arrivée des frères Bianchi. Marco est sorti de sa voiture et il s'est précipité devant Omar, et là il a mis un coup à Willy au niveau de la hanche, puisqu'il pensait que Willy était sur le point de frapper son ami. À ce moment-là, Samuele s'est approché afin de défendre Willy, et Gabriele, qui lui aussi se dirigeait en direction des jeunes gens, a cru que Samuele s'apprêtait à frapper son frère ou à frapper Omar, et là il lui a mis un coup au visage. D'après Omar, quand il a vu que les frères Bianchi s'apprêtaient à tabasser 2 personnes qui n'avaient rien à voir dans l'histoire, il leur a crié d'arrêter en leur expliquant que personne ne les avait frappés, qu'ils n'étaient pas impliqués dans la bagarre, et il leur a dit allez, venez, on part. Cela dit, il assure qu'il a vu Francesco Belleggia mettre des coups à Willy qui était allongé au sol, et il dit qu'il a également vu Mario Pincarelli lui mettre quelques coups. Puis Francesco et Mario ont arrêté de frapper Willy et ils sont montés en voiture avec les frères Bianchi et leurs amis pour repartir. D'après les avocats de la défense, tous les témoins à charge pourraient s'être trompés compte tenu de l'obscurité, de la rapidité de la scène, puisque tout s'est passé en l'espace de 30 à 40 secondes. Ils expliquent que dans la mesure où il y a eu un mouvement de panique à ce moment-là, certaines personnes criaient « il y a les frères Bianchi, il y a les frères Bianchi ». Certains témoins pourraient avoir été influencés par la mauvaise réputation des frères Bianchi, et donc ils les chargeraient puisque, selon eux, n'ayant pas très bien vu ce qu'il se passait, ce seraient les frères Bianchi, forcément, qui auraient tabassé Willy. Francesco Belleggia passe lui aussi à la barre et il maintient ses premières déclarations. Il n'a pas touché Willy, ce sont les frères Bianchi qui l'ont tabassé. Lui se considère comme une victime collatérale.
Mario Pincarelli passe également à la barre et il admet qu'effectivement, il a mis quelques coups à Willy, mais parce qu'il pensait en fait que Willy était son agresseur. Bon, cette partie est assez étrange, hein, j'ai envie de dire, mais en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est tombé au sol et il a pensé que c'était Willy qui l'avait fait tomber au sol, donc il lui a mis quelques coups avec les mains, mais pas des coups suffisamment forts pour provoquer les blessures qu'on a mentionnées lors de l'autopsie. Maintenant, si on recoupe tous les témoignages et si on en croit une partie des déclarations des frères Bianchi et de leurs amis, et c'est à mon sens le plus dramatique dans cette histoire, eh bien on en déduit que Willy a perdu la vie cette nuit-là à cause d'un terrible malentendu, à savoir l'appel de Michele Cerquozzi à ses amis qui ensuite ont débarqué pour venir défendre leurs amis. Mais le ministère public ne croit pas du tout en cette version. D'après lui, les frères Bianchi se sont rendus sur place afin de participer à une bagarre puisqu'ils avaient envie de se battre et ils ont commencé à tabasser Willy. Ensuite, Francesco et Mario ont à leur tour frappé Willy dans une dynamique de meute. D'ailleurs, le terme italien employé, c'est branco qui signifie troupeau, l'effet de troupeau, l'effet de meute. Le 4 juillet 2022, et selon les réquisitions du ministère public, Marco et Gabriele Bianchi sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, Mario Pincarelli à 21 ans et Francesco Belleggia à 23 ans. Ils sont en outre condamnés à reverser 200 000 € à chacun des parents de Willy, ainsi que 150 000 € à sa petite sœur. On considère donc que ce sont les frères Bianchi les plus coupables dans cette affaire. Après l'énoncé du verdict, les 4 condamnés ont fait savoir qu'ils comptaient interjeter appel. La famille de Willy Montero Duarte a fait savoir qu'elle était satisfaite du verdict et elle a également fait savoir qu'elle était satisfaite que l'Italie, par le biais de son peuple et de ses représentants, ait rendu hommage à ce jeune garçon de 20 ans qui avait des projets plein la tête, mais qui est brutalement décédé à la suite d'un passage à tabac une nuit de septembre 2020. Preferivo che mi dicevano che erano pentite per quello che hanno fatto piuttosto di dire che non hanno fatto niente. Allora io spero un giorno che ci sia un pentimento che io oggi non l'ho visto. Spero questo, perché solo questo può far riposare mio figlio in pace. E io posso dire che non li odio. Il resto, per il perdono, non lo devono chiedere a noi. Bon, et bien écoutez, si vous en êtes arrivé à cette partie, j'en suis très contente. Quelle affaire, quelle triste affaire, perdre la vie à cause d'une embrouille, d'une futilité sans précédent. Tout ça pour une histoire de « Hey Belle, tu devrais sortir avec moi plutôt que de sortir avec ton gars ». J'étais consternée. Et je vous avoue que ce qui m'a fait beaucoup de peine dans cette affaire, c'est la maman de Willy Montero Duarte. En fait, c'était son regard durant le procès parce que Un giorno in pretura, en fait, ça suit le procès et on la voyait écouter les témoignages et il y avait quelque chose vraiment de poignant dans son regard. Elle parle pas beaucoup, mais son regard en dit tellement long, ça m'a fait, ça m'a grave touchée, vraiment, ça m'a trop touchée. Après, bien sûr, sa sœur et son père aussi, mais c'est vrai que comme c'était beaucoup, l'attention était beaucoup portée sur la maman, bah forcément, on voit davantage ses réactions à elle que les réactions des autres. Et petit point, vous savez, quand j'ai fait mes recherches pour cette affaire, j'ai vu que Willy Montero Duarte était fan du Palio de Pagliano. En fait, le Palio, c'est une sorte de fête historique dans des petites villes en Italie. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que la première fois que j'ai vécu en Italie, je faisais partie d'une troupe pour le Palio di Asti. C'était en 2006, de mémoire. Si je retrouve une photo, je vous la mets, mais franchement, ça date d'il y a presque 20 ans, donc je sais pas si je vais trouver ça, mais je pense que peut-être en farfouillant, je peux trouver. Et c'est super, super top, le Palio. Moi, j'adorais ces manifestations historiques. En fait, on se déguisait avec des vêtements de l'époque et on devait défiler. Ensuite, il y avait une compétition de chevaux. C'était trop stylé. Donc, je vous mettrai une photo. Quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a fait sourire parce que du coup, je me suis reprojetée presque 20 ans en arrière durant cette époque. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Bon, sinon, concrètement, pour le cœur de cette affaire, alors je dois vous dire que mon opinion, j'ai eu énormément de mal à me la faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque témoignage, je changeais d'avis. C'était complètement fou. À chaque fois que quelqu'un témoignait, bah en fait, mon opinion vacillait. Et à la fin, j'étais là, je me disais, non, mais c'est pas possible. Mais c'est soit ils mentent trop bien,
soit chacun dit sa propre vérité, mais il a vraiment l'impression d'avoir vécu les événements de cette façon. Alors, je pense qu'effectivement, l'un des deux frères Bianchi ou les deux frères Bianchi ont porté des coups à Willy, mais je suis persuadée que Mario et Francesco l'ont également frappé alors qu'il était au sol. Alors peut-être que mon opinion va vous paraître, on va dire pas logique, mais j'ai comme l'impression que les frères Bianchi n'auraient pas frappé Willy au sol dans la mesure où ils sont combattants de MMA. Je sais pas comment me l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est une discipline dans laquelle, en fait, j'ai du mal à me projeter deux combattants de MMA en train de tabasser un garçon qui est inconscient au sol. Je sais pas, j'ai du mal à le penser comme ça. Après, lui avoir mis des coups alors qu'il était debout, très certainement, d'ailleurs plusieurs personnes l'ont dit, mais pour les coups au sol alors qu'il était inconscient, je pense plutôt à Mario et Francesco. Et j'ai essayé de comprendre pour quelle raison Francesco aurait pu frapper Willy alors que... vous savez, au départ, Francesco, c'est quand même celui qui s'est excusé auprès des jeunes femmes pour les propos tenus par Mario, celui qui avait un coup dans le nez. Mais toujours est-il que je me suis dit, Francesco, c'est celui qui s'est excusé, c'est celui qui ensuite est parti se cacher derrière un banc. Peut-être qu'en fait, il s'est senti humilié d'être parti se cacher devant les gens et qu'ensuite, en frappant Willy alors qu'il était au sol, donc Willy ne pouvait pas répondre à ses coups, donc en le frappant et en ayant le dessus sur lui, il avait l'impression de récupérer un petit peu de, on va dire, de virilité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Écoutez, mettez-moi en barre des commentaires tout ce que vous avez pensé de cette affaire. Déjà, dites-moi si vous la connaissiez, l'affaire Willy Montero Duarte. Donc là, je l'ai découverte et je suis contente de l'avoir découverte parce que je l'ai trouvée très intéressante, même si au début, je ne savais pas exactement comment vous l'amener. Et puis au final, je me suis dit, bon, je vais faire comme ça, donc je l'ai écrite comme ça. En fait, mon objectif, c'était de l'écrire de telle façon que vous aussi, vous puissiez avoir un peu de confusion au niveau de cette affaire, comme moi, j'ai eu de la confusion. Ok ? Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.